Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du QG des révolutionnaires. Donc aujourd'hui je vais commencer une petite critique du maoïsme. Ce sera compliqué d'évoquer tous les aspects, mais on va essayer d'en aborder les principaux, un petit peu ceux qui me viennent à l'esprit quand j'ai commencé à y réfléchir. Notamment je vais me baser donc sur une critique en fait plus spécifiquement du maoïsme hexagonal, du maoïsme français, tel que j'ai pu le rencontrer notamment avec le Parti communiste maoïste, PCM, et en fait ce qu'on peut appeler le gonzalisme, disons, occidental. Mais après on peut s'étendre à d'autres idéologies maoïstes, notamment celle du MLPD par exemple en Allemagne, qui a des émules maintenant en France, et, mais là qui se rapproche en fait finalement d'une forme de trotskisme plus ou moins assumé. Mais j'aurai l'occasion de revenir dessus. Mais c'est plus le gonzalisme dans ses spécificités là qui m'intéresse. Donc les idées qui me viennent à l'esprit, premièrement c'est la citation de Lénine, donc dans le gauchisme, la maladie infantile du communisme. Donc le gauchisme, c'est une politique de droite sous un vernis extrémiste de gauche. Alors, ceux qui suivent la chaîne, souvent vous vous en foutez de ce que veut dire gauche et droite, etc. Alors du coup, pour traduire dans d'autres termes, parce qu'effectivement je déteste ces termes de gauche et droite aussi, droite, dans ce sens-là, ça veut dire une politique finalement réformiste en fait, une politique de collaboration avec le capitalisme, une politique en fait qui ne prône pas vraiment la révolution en fait. Et sous un vernis extrémiste de gauche, ça veut dire au contraire sous un vernis, c'est-à-dire sous une rhétorique, sous un discours qui lui au contraire prône hyper révolutionnaire, hyper radical, qui veut tout changer, etc., 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 qui est hyper violent, virulent, etc., etc. Ça, c'est un truc qu'on constate beaucoup en politique, et c'est vraiment les ennemis des communistes, les ennemis des léninistes, c'est effectivement ces vitupérateurs, ces personnes qui parlent très fort et qui appellent tout le temps à la révolution, à la radicalité. Les trotskistes le font aussi, hein, les anarchistes le font, etc., mais qui en pratique, en fait, vont collaborer avec la bourgeoisie. Bon. Ça se voit très nettement dans l'antifascisme. Alors l'antifascisme, il faudrait que je fasse une vidéo spécialement sur ce sujet. Alors l'antifascisme, en tant que communiste, comment on doit l'aborder? C'était une tactique temporaire, dans un contexte très précis, qui était celui d'une Allemagne nazie, qui était un État impérialiste très puissant, qui menaçait militairement l'URSS et le mouvement communiste international. Donc il y avait la possibilité que l'URSS et le mouvement communiste international soient éliminés par les nazis et leurs alliés de l'Axe, donc le Japon, l'Italie de Mussolini. Puis après, il y en a eu quelques autres aussi. Donc après, il y a eu la Hongrie, il y a eu la Roumanie, etc. Il y en a eu quelques autres. Slovaquie. Plus ou moins après, à voir si c'est des États croupions ou des vrais alliés, hein, la France de Vichy, etc., etc. Bref. Et du coup, cette alliance militaire menaçait vraiment l'URSS, etc. Mais du coup, Staline, vous avez bien vu qu'il a fait pas mal de positions différentes, hein. Il a même fait le pacte germano-soviétique pour gagner du temps, pour renforcer son armée, etc. Mais aussi avec des clauses qui ont été mises en application. C'est-à-dire que Staline en a profité pour occuper l'est de la Pologne. Staline a fait du commerce aussi avec l'Allemagne nazie pendant la période du pacte germano-soviétique, il faut l'assumer, c'est une vérité. Euh, donc voilà, tout ça était très tactique. Et au final, Staline a fini en 1941 par s'allier avec les pays occidentaux à partir du moment où ils l'ont accepté, à partir du moment où il n'avait pas le choix non plus. Donc vous voyez que tout ça est très contingent, tout ça est très tactique, et tout ça a duré très peu de temps en vérité, et les pays occidentaux sont très vite devenus des ennemis. C'est ça l'antifascisme en fait, c'est cette alliance entre les communistes et les bourgeois opposés pour X ou Y raison au fascisme. Pas forcément pour des raisons très idéologiques d'ailleurs, hein, parce que euh, dans le gaullisme, il y a des points idéologiques très très conservateurs, corporatistes aussi. Économiquement, l'économie gaulliste se rapproche beaucoup de l'économie fasciste. Euh, c'est plutôt pour des raisons que l'Allemagne nazie occupait la France. Et c'était une raison de voilà, défendre l'honneur national du côté du gaullisme, plus que des divergences idéologiques. Même s'il y a des divergences idéologiques aussi, je ne veux pas tout mettre non plus, faire du relativisme complet. Bref, et du coup, en fait, les maoïstes, comme les anarchistes et d'autres factions qui participent à l'antifascisme, se sentent très radicaux, antifa, on tape sur l'extrême droite, et on fait des bagarres, ouais, on prépare la révolution, on est des guerrieros parce qu'on suit des fachos et on leur casse la gueule, ouais, trop bien, hooliganisme, on sort des torches, ouais, ultra, ouais, on casse tout, ouais. En fait, c'est complètement de la merde. On le voit par exemple avec Jeune Garde Lyon, qui est animé à la base par un maoïste
C'est un maoïste qui est parmi les fondateurs et qui est parmi les... Alors, je sais pas s'il est toujours maoïste, mais en tout cas, à une époque, il l'était. Bah, je peux dire son nom puisqu'il s'affiche publiquement sur les réseaux et qu'il a affirmé être le porte-parole de la Jeune Garde Lyon. Donc, je peux dire qu'à la base, c'était un maoïste. Shafak, porte-parole de la Jeune Garde Lyon, à la base, c'était un maoïste. Et en fait, le mec, maintenant, sa politique, c'est hyper légaliste, hyper réformiste. Les trois flèches, symbole anticommuniste. Hein, parce que c'est vrai que les trois flèches, c'était le symbole du Parti social-démocrate allemand. Donc une pour barrer les nazis, une pour barrer les monarchistes, la bourgeoisie conservatrice prussienne de Hindenburg, et la troisième pour barrer les communistes. Bon. Et en fait, la Jeune Garde Lyon, si vous le regardez bien, tout ce qui les intéresse, c'est combattre l'extrême droite. Puis un soi-disant discours de classe, mais c'est bidon, c'est de la gnognotte, il n'y a rien de concret. Il n'y a aucune stratégie syndicale, il n'y a rien. C'est juste qu'ils disent défends ta classe, défends ta classe. Ouais, d'accord, défends ta classe de CP ou ta classe de CE1? Parce que franchement, vu le niveau intellectuel du groupe, on se pose la question. Bon, mais oui, ça, c'est la même, c'est les mêmes cons qu'au PCM, hein, c'est le même niveau intellectuel, la même nullité politique. Bref. Et du coup, tout ça pour dire que voilà, l'antifascisme, en fait, en pratique, ça va être amené à travailler avec la bourgeoisie contre le fascisme. Et aujourd'hui, dans notre époque, ça n'a aucun sens. Il n'y a absolument pas. Déjà, il n'y a plus du RSS, donc à défendre. Et il n'y a plus non plus de menaces fascistes. Aujourd'hui, il faut arrêter. Je veux dire, le PCM, il voit le FN comme une espèce d'avant-garde du fascisme qui va faire un coup d'État militaire et instaurer une dictature sanglante. C'est n'importe quoi. Le FN, c'est un parti bourgeois républicain, peut-être plus marqué par le racisme et qui a effectivement une histoire fasciste. Et bien sûr, ça vient de Ordre Nouveau, etc. Le FN, vous croyez qu'ils sont en position actuellement d'instaurer une dictature militaire? C'est n'importe quoi. C'est du grand délire. Donc voilà, ils perdent en fait, les maoïstes, du coup, ils vont perdre plein de temps dans l'antifascisme, ils vont essayer de draguer les anards. Parce que c'est ça, les maoïstes, moi je les ai vus fonctionner. En fait, ils draguent les anards et ils essaient entre guillemets, léniniser les anards. Déjà, ça marche très rarement, et en plus, c'est nul, et du coup, ils font plein de concessions. Et parce qu'en fait, de toute façon, leur idéologie n'est pas communiste, leur idéologie, elle est. Déjà, ils sont dans l'ultra-gauchisme, dans l'ultra-progressisme, là, cette idéologie pourrie de notre époque, donc ils sont complètement fanatisés, et, je veux dire fascinés voilà, par les transsexuels, tu vois, qui sont une toute petite minorité, donc en vrai on a un peu rien à faire. Moi, il n'y a pas de souci de tolérance pour leur mode de vie, on peut même le faire à la cubaine, c'est-à-dire on leur donne le droit de changer d'état civil, on leur donne le droit de faire une opération, pas de problème, ça me dérange pas, mais la fascination de l'extrême gauche pour ces gens-là, c'est bon, il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils se calment, ils se présentent comme des grandes victimes de la vie alors qu'ils sont rien du tout. Moi aussi, je peux me mettre une perruque, me grimer de manière grotesque et après, je vais me plaindre que dans la rue, on me jette de la caillasse. Ouais, bah, c'est un peu logique aussi, tu t'auto-marginalises. Mais bref, j'aurai l'occasion encore de revenir sur cette question-là. Pareil. Alors, le PCM est un peu moins là-dessus, encore qu'il y a des gens au PCM, alors je sais pas s'ils sont toujours au PCM, mais qui étaient là-dessus. Parce que le PCM, des fois, tolère de l'éclectisme, sauf une personne comme moi qui remet un peu les choses en cause, qui est un peu virulent, etc. Mais il y a des personnes qui ont fait des choses horribles et qui sont encore au PCM. Genre, je volais la caisse d'une autre organisation. Enfin bref, on passera sur les détails. Mais ouais, il y avait aussi le fanatisme pour les Kurdes. Beaucoup de maoïstes en Europe sont fanatisés par les Kurdes. Alors le PCM un peu moins, ils sont un peu revenus. À une époque, ils étaient très fanatisés par les Kurdes aussi. Donc des milices régionalistes au service de l'OTAN, de Washington, de grosse merde. Voilà, donc tout ça montre bien comment on part d'un vernis extrémiste de gauche et qu'on arrive à des positions réformistes. Bon. Donc un pseudo-révolutionnarisme, en fait, un pseudo-révolutionnarisme au service du réformisme. Alors après, ce qui est plus intéressant, c'est de partir des concepts de Mao. Moi, je pense que Mao Tse-tung a été un vrai communiste jusqu'à à peu près 1969, la répression de la révolution culturelle. Je pense que les œuvres de Mao, de la pratique, de la contradiction, de la guerre révolutionnaire, sont des ouvrages très intéressants à étudier en tant que communiste et à débattre, etc. Je pense qu'il y a des éléments importants. Pour moi, Mao fait partie quand même des grands théoriciens communistes du XXe siècle. Donc, au même titre que des Dimitrov, des Zhdanov. Alors peut-être moins important que Dimitrov et Zhdanov, mais quand même au même titre qu'un Gramsci par exemple, tu vois. Et peut-être plus aussi que des dirigeants comme Ho Chi Minh. Après Ho Chi Minh, j'ai pas eu forcément l'occasion de consulter ses œuvres, mais Mao, c'est vrai que c'est un théoricien quand même important. Voilà. Comparable à Che Guevara, voilà. Comparable à Che Guevara, par exemple. Avec des divergences sur certains points.
Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va revenir un peu sur les concepts, clés que prétendent les maoïstes, pour, théoriser leur soi-disant troisième étape qui n'existe pas du tout. Alors on va revenir tout de suite sur, pourquoi on parle de marxisme-léninisme et pas juste de marxisme. Et déjà même pourquoi on parle de marxisme. Alors pourquoi on parle de marxisme? Parce que Marx et Engels ont fondé une méthode, scientifique d'analyse du monde, le matérialisme dialectique, qui, en fait, englobe aussi un programme politique, et qui est précis et qui est unique jusque-là, même s'il y a des filiations avec des choses qui avaient déjà lieu avant, mais c'est spécifique et c'est un corpus idéologique spécifique à définir. Et pourquoi on parle de léninisme et pas juste de marxisme? Parce que il y a eu l'impérialisme qui est apparu après la mort de Marx et en fin de vie de Engels, et l'impérialisme, donc le stade suprême du capitalisme tel que Lénine l'a défini en 1916, ça change quand même pas mal de choses, parce que Marx et Engels étaient souvent dans une vision qu'on pourrait qualifier parfois un peu d'eurocentré, de positiviste, de moderniste, qui consistait à défendre, on va dire, les succès du capitalisme, parfois dans des pays colonisés, etc. Par exemple, dans la guerre de sécession, Marx a soutenu les Yankees contre les Confédérés. Moi, aujourd'hui, j'aurais tendance à renvoyer les deux dos à dos. Bien sûr, on ne va pas soutenir les Confédérés, mais considérer que les Yankees, c'est l'émancipation parce qu'ils prônent l'abolition de l'esclavage, vous voyez, c'est une vision très schématique de voilà, le progrès, quoi. Et Lénine est sorti de ça. Et c'est là où Lénine est très intéressant. Et pour moi, Lénine est le plus grand décolonial en fait de l'histoire. C'est que Lénine est sorti de ce dogme eurocentré. Et Lénine a vraiment adopté l'idée que s'il y a une guerre entre le roi d'Angleterre et le roi d'Afghanistan, il faut soutenir le roi d'Afghanistan. Donc il dit en fait, aujourd'hui, le colonialisme, c'est le fait central dans le monde. Et il faut soutenir toutes les luttes anticoloniales, même si c'est des féodaux. Il faut soutenir Abdelkrim el-Ratabi, il faut soutenir l'émir Abdelkader en Algérie, etc. Oui, en Algérie, etc. Et en fait, aujourd'hui, la tactique, si elle était mise en place, mènerait les communistes. Et c'est pour ça que beaucoup de communistes en fait se disent léninistes, mais en fait ne le sont pas concrètement. En fait, ce sont toujours des ultra-modernistes, des ultra-progressistes, des positivistes. Voilà, au sens d'Auguste Comte, pour ceux qui connaissent. Mais voilà, je pense que vous avez compris l'idée. C'est-à-dire les défenseurs de cette fameuse vision, ce disant du progrès, laïque, pour pas dire athée. Et puis toujours sur les droits des femmes, les droits des trans, les droits des homosexuels, les droits de ci, de ça, le droit de se bourrer la gueule, de faire de la merde, le droit à l'adultère, le droit à la fornication, etc., etc. Et ça les amène à avoir des positions pourries sur l'islamisme, hein. Beaucoup de communistes vont te dire ouais, euh, les islamistes, c'est un danger. Alors il faut soutenir la sale guerre que leur fait des États comme l'État algérien francophile issu du coup d'État de 1992 ou l'État syrien de Bachar el-Assad. Alors il faut soutenir la sale guerre que leur fait ces États-là. Bon, ça c'était grosses erreurs. Bref, petite parenthèse qui était utile quand même pour comprendre, parce que ça nous permet de comprendre pourquoi parler de troisième étape maoïste n'a aucun sens. C'est-à-dire que Lénine opère une véritable révolution au sein du marxisme. Il rend certaines thèses marxistes de base fausses. C'est pour ça d'ailleurs qu'on oppose le léninisme aussi ce qu'on appelle le marxisme orthodoxe, c'est-à-dire les gens qui ont refusé l'analyse de l'impérialisme de Lénine. Après, il y a les trotskistes qui ont prétendu l'accepter, voire les bordélistes éventuellement, mais c'est deux courants, deux sectes de merde, en fait, contre le léninisme. Ils prétendent défendre Lénine contre le léninisme. C'est vraiment des grosses merdes. Ils ont collaboré énormément avec l'impérialisme, avec la CIA, avec les nazis, etc., etc. Enfin, c'est des merdes et ils seront balayés par l'histoire. Parce qu'il y aura toujours des Ramon Mercader pour se dresser face à eux. Bref, et du coup, le maoïsme n'a aucun sens puisque Mao n'opère aucune révolution au sein du marxisme. Il apporte peut-être certains concepts qui sont utiles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme les maoïstes sont des ultra-gauchistes qui, en définitive, sont contre le communisme, ils vont complètement exagérer en fait ce qui s'est passé en URSS. Ce qui s'est passé en URSS après la mort de Staline, il y a eu une guerre pour le pouvoir entre différentes factions. Notamment, il y avait la faction de Khrouchtchev, qui était alliée notamment à un gars qui s'appelait Mikhail Suslov, qui va être après l'idéologue de l'URSS, qui est un gars vraiment important, très méconnu, Mikhail Suslov, mais très important dans l'histoire de l'URSS par la suite. Et en fait, le groupe Khrouchtchev-Suslov, donc d'abord, va se débrouiller pour éliminer Beria, ancien membre du NKVD. Donc à mon avis, d'ailleurs, il faut que je me renseigne à peu près, mais à mon avis, ils ont éliminé Beria en s'alliant à ce moment-là avec voilà, ce qu'on peut appeler la vieille garde stalinienne, c'est-à-dire les Malenkov, les Molotov, euh, les Kaganovich, enfin toutes ces personnes-là du bureau politique du Parti communiste de l'Union soviétique, qui avaient un pouvoir très fort. Et après, en fait, le problème de Khrouchtchev, c'est qu'il a commencé, effectivement, et ça doit être dénoncé, et le Parti communiste de Grèce le dénonce très clairement. Moi, je soutiens en Europe, je soutiens
le Parti communiste de Grèce et les organisations associées. Et on le voit très clairement que, si tu veux, euh, Khrouchtchev a commencé à rétablir petit à petit la propriété privée des moyens de production, ce qui est extrêmement grave. Ce qui est extrêmement grave. Mais il l'a fait dans un cadre modéré, euh, avec une économie qui restait quand même largement étatisée, et une vraie politique internationale anti-impérialiste, d'ailleurs qui, sous certains points, avec Khrouchtchev, et plus encore après avec son successeur Brejnev, sur lequel je vais revenir, euh, qui était parfois meilleur que Staline. C'est-à-dire que Khrouchtchev a généralisé par exemple l'alliance avec les leaders nationalistes anticolonialistes, tels que Nasser, avec qui il entretenait de très bonnes relations, etc. Après, avec Brejnev, il y a eu le soutien généralisé à la résistance palestinienne, la résistance corse, la résistance irlandaise, la résistance basque. Et en fait, Khrouchtchev et Brejnev, sur pas mal de points, sont sortis un peu du cynisme de Staline, qui était très toujours dans ouais, il faut faire chier les Anglais, il faut faire ci, ça. Eux, ils ont vraiment soutenu des révolutions. Et il y a de nombreuses révolutions en Afrique qui ont vu le jour. Bah, la révolution cubaine, elle a vu le jour sous Khrouchtchev. La révolution égyptienne, elle a vu le jour sur Khrouchtchev, etc. Il y en a d'autres encore. Et sous Brejnev, on a eu toutes les révolutions, donc Éthiopie, Mozambique, Angola, Bénin, Congo, Madagascar, Afghanistan. euh, donc le Vietnam, c'était sous Khrouchtchev. Le Laos et le Kampuchea, c'était sous Brejnev. Euh, la Grenade, aussi, sous Brejnev. Enfin voilà, il y a eu tout un tas de révolutions et d'expériences socialistes très 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 intéressantes. Même j'en oublie peut-être là, qui me sortent de la tête, la Somalie, euh, le Soudan. Il y a eu une courte expérience révolutionnaire de 3 ans, avant que Jafar Nimeri, celui qui avait initié la réprime. Enfin bref, en tout cas, il y a eu plein de choses très intéressantes à cette période-là, et il y avait une vraie politique anti-impérialiste. Et chose très intéressante, du coup, c'est que voilà, Khrouchtchev, du coup, sa politique économique pourrie, il a commencé aussi à se réconcilier avec Tito. Tito qui avait été un renégat. Bah, Tito a le même modèle économique, ce qu'on peut appeler économie mixte, qui peut faire penser à la Chine actuelle d'ailleurs, que Khrouchtchev. Ils se sont réconciliés, du coup, Tito et Khrouchtchev s'entendaient très bien, alors que Tito et Staline se détestaient. Et comme Enver Hoxha a toujours détesté Tito et s'entendait très bien avec Staline, il s'est direct, donc Enver Hoxha, le dirigeant de l'Albanie, il s'est direct opposé Tito, c'est le dirigeant de la Yougoslavie. Ça, je pense que vous le savez quand même. Je reviens, quand même, je vais pas tout préciser à chaque fois. Je pense qu'il y a un minimum de base à voir. Sinon, vous pouvez faire des recherches aussi. N'hésitez pas à me demander en commentaire s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, j'écris, il n'y a pas de souci. C'est pas, je vous prends pas du tout de haut, c'est juste que je peux pas toujours tout expliquer. Mais j'essaie d'expliquer un maximum quand même pour que ce soit compréhensible. Bref. Donc Enver Hoxha avec Mao Tse-tung, ils vont mener une croisade contre Khrouchtchev. Alors ce qui est très intéressant, j'ai lu 30 pages de compilation, donc des œuvres complètes de Hoxha. Vous allez dire 30 pages, c'est pas non plus énorme. Oui, mais c'est un bon condensé, je vous enverrai le lien. C'est un certain Vincent Gouis, alors un personnage politiquement, je le trouve assez farfelu, mais il a fait un travail très intéressant de synthèse des œuvres d'Hoxha. Et on voit en fait que dans la critique, alors je pense qu'il faut être plus nuancé que ce que dit Hoxha. Je pense que la réalité, elle est quelque part entre ce que dit Mao et ce que dit Hoxha, et ce que dit Brejnev. Je vais y revenir. Je pense que tous les trois, des aspects complètement faux et des aspects aussi très justes dans leur engagement. En tout cas, Mao jusqu'à 69. Après 69, là, c'est indéfendable. Mais je vais y revenir. Et du coup, en fait, ils ont mené vraiment une croisade contre Khrouchtchev. Et au début Mao, peut-être d'ailleurs plus que Hoxha, était plutôt pour la modération. C'est-à-dire que son but, et je trouve très pertinent, à ce moment-là, Mao était très, 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 très pertinent. C'est pas que Mao, c'est le Parti communiste chinois en général, a fait une critique des positions de Khrouchtchev, notamment via les positions du Parti communiste d'Italie, de Togliatti, qui ont été critiquées, parce que Togliatti était un Khrouchtchevien de la première heure. Et ils ont critiqué ces positions et les positions de Togliatti, donc c'était lettres aux camarades Togliatti, etc. Ça, c'est à la fin des années 50, vers 59, etc. Et vraiment, c'était au début, tu lis les textes, tu te dis, putain, c'est une critique qui est précise, qui est juste du point de vue du marxisme-léninisme. Donc vraiment, le Parti communiste chinois a défendu à ce moment-là le marxisme-léninisme. Et ça s'est fait en même temps dans le but d'améliorer le mouvement communiste international, dans le but de le tirer vers le haut, contrairement à ce qui va se passer après. Et je vais y revenir. Alors, une première contradiction que pointe Hoxha, c'est qu'en 57, il y avait eu une lutte de pouvoir en fait au sein du bureau politique. Et en fait, la majorité du bureau politique, derrière Kaganovitch, Molotov, Malenkov, etc., avait voté la destitution de Khrouchtchev. Et en fait, Khrouchtchev s'était appuyé donc avec Souzlov et un troisième gars qui l'avait soutenu, mais ils étaient en minorité. Genre, il y avait 7 membres du bureau politique qui voulaient sa destitution, et ils étaient que 3 à être contre. Je crois qu'ils étaient à peu près 10 dans le bureau politique à ce moment-là, ou 11 peut-être. Donc peut-être qu'ils étaient 8. Vous pouvez voir sur Wikipédia anglais, je vais vous poster le lien vers cette affaire.
Et en fait, Khrouchtchev s'est allié avec Jdanov, avec n'importe quoi, Jdanov était mort, avec Joukov, le maréchal Joukov, donc le chef de l'armée. Rien à voir. Andrei Jdanov qui était mort il était mort avant Staline, donc rien à voir. Sûrement assassiné par des sionistes d'ailleurs. Mais passons. Et du coup, ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait, Koja explique, c'est que Mao n'a pas soutenu la vieille garde stalinienne, entre guillemets, mais a soutenu Khrouchtchev à ce moment-là. Donc ça montre quand même que les choses sont plus subtiles que ça. Et en fait, l'analyse de Hoxha, moi qui est peut-être un peu simpliste, mais qui est pas complètement fausse à mon avis, et qui doit être mixée avec celle de Mao, et avec la vision aussi de Brejnev. Bon, Brejnev c'est simpliste, il dit que Mao est le nouvel Hitler, et de toute façon Mao dit que Brejnev est le nouvel Hitler. Alors c'est facile, il se renvoie dos à dos Hitler, de toute façon Hitler pour les communistes c'est le mal incarné, ce qui est une erreur d'ailleurs, parce que Hitler c'est un dirigeant impérialiste complètement dégoûtant, c'est une infâme crapule. Comme tous les dirigeants impérialistes, alors celui-là est particulièrement cruel et particulièrement spectaculaire dans sa cruauté, mais il n'est pas fondamentalement différent Hitler des autres dirigeants impérialistes. Margaret Thatcher vaut pas mieux qu'Hitler, Ronald Reagan vaut pas mieux qu'Hitler, Emmanuel Macron vaut pas mieux qu'Hitler. Il faut commencer à se mettre cette idée dans la tête. Si vous continuez à penser que Hitler c'est le mal absolu, vous allez faire de la merde, vous allez faire du réformisme, vous allez faire de l'eurocentrisme, vous allez être des chauvins pro-impérialistes. Refermons la parenthèse. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Mao, d'après Hoxha, négociait une plus grande place dans le mouvement communiste international. Il disait la Chine, c'est le pays le plus peuplé. On doit, si ce n'est être les uniques dirigeants, en tout cas être des dirigeants en binôme avec l'URSS. Et du coup, ils ont vu la mort de Staline comme quelque chose de positif, parce que vous savez, Staline, bon, il a fait des choses très très positives. Hein. Moi, je défends complètement Staline sur son bilan économique, sur ses victoires militaires, sur des bonnes inclinations qu'il a données au mouvement communiste international. Mais il avait aussi des erreurs, notamment dans son style de travail, très, comment dire, un peu tyrannique, pas se mentir. Et aussi, il a fait des erreurs à des moments donnés. D'ailleurs, il est revenu dessus. Par exemple, il a soutenu, c'est un crime horrible, il a soutenu les sionistes pendant la guerre de 47-48. Avant, après, de revenir dessus et de devenir à fond anti-sioniste. Bon, bref. Il y a eu des erreurs. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et le truc, c'est que Mao, au début, il a vu la mort de Staline comme quelque chose de positif en se disant, bah, très bien, on va avoir plus de place dans le mouvement communiste international. Staline, il ne nous laissait pas avoir une place de dirigeant. Et bien, avec Khrouchtchev, peut-être qu'on va l'avoir. Tu vois. Et ça, c'est vraiment. Ça, c'est ce que dit Hoxha. Et je pense que c'est pas complètement faux. Même si je pense qu'il y avait aussi une sincérité anti-révisionniste. Parce que Mao, pour moi, est un vrai théoricien cohérent. Ce qu'il dit n'est pas juste de la rhétorique, juste de la gnognotte pour défendre de la géopolitique. C'est pas vrai non plus. Et ça, c'est le problème, c'est l'excès de Hoxha. Sachant que Hoxha, lui, n'est pas un bon théoricien. Enfin, disons, Hoxha. En fait, Hoxha, il dit ce qu'il voit et il se base sur le marxisme-léninisme de Staline. Mais c'est pas un innovateur. Hoxha n'a jamais créé de concept. Tu vois que Trotsky, c'est une infâme merde, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un traître. Trotsky a créé du concept. Il avait ce sens de l'imagination. Tu vois, il a créé la révolution permanente. Alors, c'est des concepts de merde, hein, mais il en a créé. Hoxha n'a jamais créé de concept. Donc, contrairement à Mao. Tu vois, Mao, on a parlé de la guerre populaire. D'ailleurs, je vais y revenir dessus. La ligne de masse. Alors, l'unité relative des contraires, je ne sais pas si c'est lui qui l'a créé, mais il a beaucoup insisté là-dessus. La théorie marxiste de la connaissance, qu'il a pas mal développée. L'enquête au sein des masses. Critique, autocritique. Après, c'est pas forcément lui qui les a inventés, mais il les a développés d'une certaine manière, ou il les a conceptualisés. Mais voilà. Et du coup, il va développer cette critique. Et en fait, ça va aboutir en 61 à la rupture entre l'URSS d'un côté, la Chine et l'Albanie de l'autre. Et du côté de l'URSS, on a inconditionnellement les démocraties populaires d'Europe de l'Est, à l'exception de la Roumanie de Ceausescu, qui va commencer à adopter une politique un pied dedans, un pied dehors, entretenant des bonnes relations avec la Chine. Ceausescu entretenait des bonnes relations avec la Chine, mais Ceausescu entretenait aussi des relations avec l'entité sioniste, avec l'Irak de Saddam Hussein. Bon, tu vois, l'Irak de Saddam Hussein entretenait des bonnes relations avec l'URSS aussi à l'époque, mais voilà, bon, Ceausescu, de toute façon, c'est un nationaliste, c'est pas un bon dirigeant. Mais voilà, et après il y a des pays comme par exemple la République populaire démocratique de Corée. Alors Cuba était quand même bien pro-soviétique, ils ont beaucoup critiqué la Chine à ce moment-là. Fidel Castro a beaucoup critiqué la Chine. Che Guevara était plus modéré. Che Guevara disait attention à pas scinder le mouvement communiste international en deux. Et Che Guevara, un peu à la manière de Kim Il-sung en Corée populaire et démocratique, ont eu tendance à renvoyer dos à dos l'URSS et la Chine. Et c'est aussi la position du Black Panther Party à cette époque-là. Black Panther Party a une interview d'Erich Cleaver. J'arrête de vous la retrouver et de vous la poster.
qui dit qu'en fait, eux, leur modèle, c'est la Corée, et qu'en fait, ils renvoient l'URSS et la Chine dos à dos, un peu dans ces attitudes de grande puissance, dans la rivalité, etc., qu'ils n'aiment pas du tout. Bref, passons. Et du coup, en 61, c'est la rupture. Et là, du coup, la Chine, en fait, va passer dans un excès verbal complètement délirant. Alors déjà, je trouve que l'Albanie, à cette époque, passe dans l'excès aussi, l'excès de virulence, et qu'ils garderont jusqu'à la fin. Mais à la limite, on peut reconnaître à l'Albanie au moins le truc d'être resté plutôt cohérent et de ne pas avoir trop oscillé. Et ce qu'ils reprochent à la Chine, c'est d'avoir beaucoup oscillé, en fait. Euh, donc, ils vont adopter un discours de l'URSS. Donc, non seulement a rétabli le capitalisme, ce qui pour moi est erroné, ils n'ont pas rétabli le capitalisme, ils ont rétabli une partie de propriété privée des moyens de production, ce qui est grave, ce qui est une mauvaise attaque, mais c'est pas devenu un pays capitaliste comme les autres. C'est pas devenu un pays capitaliste comme les autres. Vraiment, ça se prouve. Alors, ça, il faudrait que je revienne dans les détails. Bon, là, on est dans une critique du maoïsme, donc j'ai pas le détail de tout faire, etc. Mais il restait quand même des services publics très, très, très importants. C'est comme aujourd'hui, si on prend par exemple la Corée du Nord ou le Cuba d'aujourd'hui. C'est-à-dire que oui, il y a des choses qui sont pas bonnes. Il y a des erreurs, il y a une certaine propriété privée peut-être qui a été rétablie, etc., etc. Mais fondamentalement, ça reste quand même des États aux mains des ouvriers, des paysans, avec quand même des services publics très, 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 très répandus, et quand même un discours sur le communisme qui a une certaine réalité, matérialité, et un anti-impérialisme conséquent, contrairement à la Chine. Moi, une des critiques les critiques par rapport à la Chine actuelle, regarde, la Chine actuelle, c'est le pays qui a le plus de milliardaires au monde. C'était pas le cas de l'URSS de l'époque. L'URSS de l'époque, il y avait des problèmes de corruption, il y avait des problèmes d'apparatchik, etc., qui se sont développés notamment dans les années 70, 80. Mais c'est pas la situation de la Chine actuelle. La Chine actuelle, c'est là que c'est assumé, quoi. C'est des milliardaires. Et puis la Chine actuelle n'a aucune activité anti-impérialiste, pas du tout. Bah, depuis 69. Depuis 69, il n'y a plus aucun anti-impérialisme chinois. Alors que l'Union soviétique est restée quand même anti-impérialiste jusqu'en 85, jusqu'à Gorbatchev, bien sûr, jusqu'à l'arrivée au pouvoir de cette crapule de Gorbatchev. L'URSS soutenait quand même toutes les luttes révolutionnaires. Bref. Du coup, pour en revenir à ce que je disais, à ce moment-là, il va y avoir une hyper-virulence. Donc, on va dire non seulement que l'URSS est devenue capitaliste, ce qui est faux, en plus qu'elle est devenue impérialiste. Alors que l'URSS lutte contre l'impérialisme, justement, des USA. Et soutient toutes les luttes anti-impérialistes, j'en ai parlé, les Palestiniens, les Corses, les Basques, etc., etc., les Sandinistes, toutes les révolutions qu'il y a eu en Éthiopie, au Mozambique, au Bénin, à Grenade, etc., etc. Et du coup, sur cette grosse bêtise-là, ça va les mener jusqu'à la théorie des trois mondes, qui va être théorisée. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans les années 60, la Chine, pour moi, reste socialiste. Après, en 69, il y a la révolution culturelle, donc voilà, encore une fois, un concept maoïste. Alors pareil, critique de la révolution culturelle. La révolution culturelle, c'est l'idée de dire il faut un mouvement qui reparte de la base, des masses populaires, du prolétariat, pour contester les apparatchiks, etc., et mettre en place de nouveaux dirigeants et un système plus sain. Tout à fait d'accord, ça c'est très juste. Et ça peut correspondre à des mouvements rectificateurs qui ont eu lieu en URSS aussi. Bah, j'y viens tout de suite, en 64, justement, Souzlov s'allie cette fois avec Brejnev, Kosygin, un nouveau personnel politique, Andropov, Tchernenko, etc., et renverse Khrouchtchev. Et il y a un partiel retour à Staline sous Brejnev, qui est très important, que les maoïstes nient complètement. Les maoïstes considèrent que Brejnev, c'est pire que Khrouchtchev, alors que c'est complètement faux, c'est complètement l'inverse. Brejnev, c'est pas forcément aussi bien que Staline d'un point de vue économique. Par contre, je pense que Brejnev, c'est peut-être la meilleure politique internationale, et c'est peut-être l'époque aussi où l'URSS était la plus agréable à vivre, je pense. Bon, sous Khrouchtchev aussi, c'était agréable à vivre, mais sous Brejnev, parce que sous Staline, c'était très violent, du coup, c'était pas hyper agréable à vivre. Pour le mec lambda qui est pas politisé, c'était pas hyper agréable à vivre. Mais c'était indispensable, bien sûr, il fallait faire ces changements de profondeur pour pouvoir changer le niveau de vie des gens. Mais du coup, voilà, on en vient à la révolution culturelle, il y a eu des excès complets. Il y a eu des petits chefs qui sont partis, qui ont commencé à faire leur propre armée, qui ont commencé à faire n'importe quoi, et en fait, ça a amené beaucoup de désordre. Parce que le problème souvent de l'idéologie maoïste, c'est que en fait, elle veut toujours tout changer. En fait, elle voit des luttes de lignes partout, voilà. Concept encore une fois de Mao, la lutte de ligne. Elle voit des luttes de lignes partout. Dès qu'il y a une divergence politique, elle pense qu'il y a forcément une ligne capitaliste et une ligne communiste qui s'affrontent. Alors que pas forcément. Des fois, il y a juste des divergences entre camarades et qui peuvent être rectifiées après au prochain débat. Le principe du centralisme démocratique, c'est quoi? C'est qu'on suit la décision de la majorité. Mais il y a une liberté d'expression totale de débat. Et ces divergences, elles sont pas figées. Justement, ça, c'est la théorie trotskiste de merde, du droit de tendance. On doit figer les désaccords dans des tendances. Alors, les maoïstes, ils vont pas inscrire des tendances constitutionnellement parlant, mais ils vont parler de lignes. Et en fait, finalement, ça va amener des conflits perpétuels, et ça va pas amener à la régler. Donc ça, je pense que c'est une mauvaise théorie aussi. Et c'est pareil pour la révolution culturelle, c'est beaucoup trop violent. Feu sur le quartier général. En fait, il a lancé une guerre civile pour ce qui devait être un mouvement de rectification.
Et ce qui aurait dû se passer en URSS en 85, c'était un mélange entre ce qui s'est passé, c'est-à-dire un leader jeune qui apparaît, qui développe, qui est charismatique, qui affirme lutter contre la corruption, etc., mais avec un contenu communiste. Pas avec le contenu capitaliste de merde de Gorbatchev, mais avec un contenu communiste. Donc finalement, un mix entre Gorbatchev et la révolution culturelle, si tu veux prendre le bon des deux, et je virer le mauvais des deux. Bref, passons. Donc voilà, j'ai fermé cette parenthèse. Mais encore une fois, voilà, j'ai commencé à critiquer un premier concept du maoïsme. Et après, ce qui va se passer, c'est que Mao va réprimer militairement la révolution culturelle, dans le sang, et va en profiter pour éliminer les partisans de la réconciliation avec l'URSS, qui étaient Lin Biao et Shen Boda, qui étaient des très bons communistes. Ils vont être accusés d'avoir lancé un culte de la personnalité de Mao, ils vont être accusés de vouloir faire un complot, un coup d'État avec l'aide des soviétiques, et Lin Biao va mourir dans un accident d'avion, donc sûrement causé par Mao. En fait, Mao, à ce moment-là, va s'allier avec la droite. Toute la droite qui avait été vilipendée pendant la révolution culturelle, à juste titre, hein, les Deng Xiaoping, donc celui qui s'est retrouvé en pouvoir après 79, après 78, pardon, parce que Mao meurt en 76, après c'est Hua Guofeng qui lui succède, et Hua Guofeng, après il laisse le pouvoir à Xiaoping, je crois en 78. Un truc comme ça, il reste pas très longtemps au pouvoir, Hua Guofeng. Il était un peu plus modéré que Deng Xiaoping, mais c'était quand même un mec de droite. Et Xu Enlai qui est adoré des maoïstes. C'est-à-dire que Deng Xiaoping et Hua Guofeng sont très critiqués par les maoïstes parce qu'ils ont réprimé la bande des quatre. La bande des quatre, en fait, c'est l'ultra-gauchisme. C'est la femme de Mao, Jiang Qing. En plus, c'est une femme. Oh là là, génial, c'est une femme. Ouais, sauf que la bande des quatre, c'est de l'ultra-gauchisme et c'est de la saloperie. Enfin, clairement. Ils se sont alliés avec la droite pour éliminer Lin Biao et Shen Boda. Lin Biao et Shen Boda qui sont détestés des maoïstes. Alors que Xu Enlai qui est une merde, qui est, si tu veux, le nationaliste bourgeois, alors, qui n'est pas complètement une merde, c'est-à-dire qu'il est positif dans cette dimension révolutionnaire. Là, il y a eu une petite coupure, hein, donc je vais mettre la partie 2. Donc on en était à la révolution culturelle, à la répression de Lin Biao, etc. Et voilà, et du coup, par la suite, Mao va théoriser la théorie des trois mondes. Donc c'est-à-dire, il va considérer qu'il y a un premier monde qui est celui des superpuissances, les USA et l'URSS. Ensuite, un deuxième monde. Donc ensuite, le tiers-monde, donc les pays anciennement colonisés ou nouvellement néocoloniaux, néocolonisés, etc., etc., dont fait partie la Chine. Et entre les deux, le deuxième monde, c'est-à-dire les pays capitalistes de plus faible envergure que les USA, comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne de l'Ouest, l'Australie, l'entité sioniste, etc., etc. Et en fait, ce qui va théoriser, donc déjà ce découpage est complètement bidon, c'est un découpage de merde complètement bourgeois, déjà en soi, mais pire encore, il va théoriser non seulement que le tiers-monde doit s'allier avec le deuxième monde contre le premier, donc ça veut dire s'allier avec des pays impérialistes pourris, comme la France. Hein, c'est quand même ce qu'on est en train de parler. Mais en plus, que parmi les superpuissances, la plus dangereuse, c'est l'URSS, qui est considérée comme la plus militarisée, la plus virulente, parce qu'il considère en fait que les USA, bon, c'est Richard Nixon, c'est comme Roosevelt à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Par contre, il considère que Brejnev, c'est comme Hitler. Donc tu vois la logique pourrie. Bon, à la même époque, Brejnev dit aussi que Hitler, c'est Mao. C'est aussi une connerie. Je suis d'accord, il n'a pas arrangé les choses de ce point de vue-là. Je suis d'accord. Euh, Et ce qu'explique Oja, ce qui est intéressant, ce qu'explique Oja, c'est qu'en fait, au début, quand Brejnev est arrivé au pouvoir, rebelote. Ils avaient fait la même qu'avec Khrouchtchev au début, ils avaient essayé de réconcilier avec lui. Et apparemment, Nikita Oja, bon, après, sa vision est un peu simpliste, je pense, mais pas complètement fausse. Comme Brejnev a refusé de se réconcilier avec. Là-dessus, Brejnev a été con. Et Oja est très critique de Brejnev aussi, hein. Mais Oja, lui aussi très critiquable. Et quand il considère l'URSS comme impérialiste, il se fourvoie. Même si lui, il n'a jamais considéré que l'URSS était pire que les USA. Voilà, c'est ça la différence en fait entre la Chine et l'Albanie, c'est que l'Albanie n'a jamais considéré que l'URSS était pire que les USA. Là, il les a considérés au même plan. Au même plan. Mais jamais pire. Et du coup, il considère, voilà, comme Brejnev a refusé de se réconcilier avec eux et de leur accorder la fameuse place de dirigeant, alors en binôme avec l'URSS, du coup, il se serait réembrouillé d'autant plus fort avec Brejnev. Bon. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que la Chine va s'allier avec dans les années 70 avec les USA et soutenir tous les régimes pourris pro-US, notamment le régime de Mobutu au Congo, qui est une horreur, la junte militaire pakistanaise, qui est horrible également. Il va entretenir de relations diplomatiques avec Pinochet. Alors, certains vont dire oui, c'est juste des relations diplomatiques, il le faisait avec tous les États. D'accord, sauf que les démocraties populaires d'Europe de l'Est, l'URSS, etc., ont tous retiré leurs relations diplomatiques et rompu leurs relations avec Pinochet. Il y a une politique de boycott qui a été mise en place, qui était très pertinente de la part des soviétiques et de leurs alliés, qui n'a pas du tout été suivie par la Chine, qui entendait des relations absolument normales avec Pinochet. Alors, faut pas dire, effectivement, ils n'ont pas dit vive le général Pinochet, c'est génial, mais on voit bien que il y a un abandon en fait de toute perspective anti-impérialiste, contrairement à la politique de Brejnev à l'époque, qui est un soutien très important du nationalisme palestinien, par exemple. On aura l'occasion d'y revenir.
Voilà, donc après en 76, il y a Mao qui meurt. Donc à l'époque, la Chine a toujours une économie socialiste. Je vous conseille les lectures des ouvrages de Sam Mercy, qui est au départ un trotskiste, qui rompt avec le trotskisme et qui va finalement au marxisme-léninisme, et qui crée le Workers' World Party, qui est un parti qui existe toujours aujourd'hui, qui est peut-être le meilleur parti aux USA, un des meilleurs partis, qui a connu une scission en 2004, qui a donné le Party for Socialism and Liberation, qui se présente aux élections. Apparemment, les contradictions entre le WWP et le PSL sont assez menues, c'est plus des divergences tactiques. J'ai l'impression que le PSL est pas mal focalisé sur les élections. Ils se présentent, ils ont des résultats pas trop mauvais. Donc ils avaient terminé 6e à une élection présidentielle, donc c'est pas mal, tu vois. Après, c'est des scores minimes, hein. De toute façon, les tiers partis aux USA ne font très rarement des scores conséquents. Mais voilà, pour un parti communiste aux USA, et je crois qu'ils arrivent à faire quand même plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de voix, ce qui est pas si mal. En tout cas, voilà, c'est le parti. Ça devient le parti communiste, le PSL, le WWP. Alors c'est dommage qu'ils soient séparés, je pense. Ils auraient pu rester ensemble, mais ouais, c'est la force principale, parce que le CPUSA, ils appellent à voter systématiquement pour les démocrates, donc c'est des alliés des impérialistes, donc c'est de la merde. Et après, les petits trucs, c'est bien mieux que tous les petits trucs d'ultra-gauche pourris, maoïstes notamment. Sauf après, il y a Freedom Road Socialist Organization, qui est pas mal. Ça, c'est une bonne organisation, ils sont pro-Sisson justement, mais ça, on y reviendra plus tard. Après, il faut faire des parenthèses dans les parenthèses sur les divergences aujourd'hui entre les gonzalistes et les Sissoniens, etc. Il y aurait plein de vidéos à faire. Mais on va revenir juste au moins sur la critique de la guerre populaire de Mao. Et après, on terminera sur pourquoi appeler le maoïsme une troisième étape est une erreur. Et on arrêtera là pour aujourd'hui. Et après, on reviendra sur d'autres vidéos à un autre moment. Et je verrai comment j'arriverai peut-être à les couper en petits bouts pour essayer que ce soit plus digeste à l'écoute. Bon. La théorie de la guerre populaire de Mao. Donc, bon, on va revenir à la mort de Mao en 76, donc la bande des quatre après, qui était partisans de garder une économie socialiste, sont emprisonnés par Hua Guofeng qui voulait s'ouvrir au capitalisme. Hua Guofeng, après, se fait lui-même déposer par Deng Xiaoping qui lui met en place des réformes vraiment qui vont dans le sens total du capitalisme. Hua Guofeng, donc Deng Xiaoping reste au pouvoir jusque dans les années 90. Et aujourd'hui, voilà, on peut dire aujourd'hui que la Chine est un pays capitaliste. Alors, c'est un pays moins belliqueux que la France, le Royaume-Uni, les USA, etc., etc. Mais pour moi, c'est un pays capitaliste. L'économie est largement privatisée. Il y a certains secteurs qui restent d'État. Alors, on peut dire c'est un peu comme le gaullisme, tu vois. Mais c'est pas comparable à l'URSS de Khrouchtchev et de Brejnev. C'est quand même largement différent. Et il n'y a aucun rôle anti-impérialiste qui est joué, quoi. Ils en ont rien à faire. Leur géopolitique est purement cynique. Donc après, voilà, ils proposent des accords de joint venture aux Africains. Ils proposent des accords plus intéressants aux Africains que ce que proposent la France et le Royaume-Uni. C'est pour ça qu'ils se développent et qu'ils commencent à être appréciés. Ils ont plus tendance à les considérer sur un pied d'égalité. Mais ça reste du business, hein. C'est juste du business, hein. C'est comme quand Free propose des forfaits pas chers dans le milieu de la téléphonie. Les gens préfèrent Free que SFR. Ah oui, c'est logique. Mais est-ce que Free le fait Free est un communiste quand il fait ça? Non. C'est juste du business. C'est des tactiques commerciales. Voilà, la Chine n'a pas besoin de mener des guerres, donc elle se débrouille autrement. Mais fondamentalement, la Chine aujourd'hui, elle cherche juste à faire du pognon. Elle cherche juste à faire du pognon. Ça, c'est clair et net. Bref, donc on a refermé la parenthèse sur l'histoire de la Chine. Je suis allé un petit peu à 200 à l'heure, hein. Mais voilà, Xi Jinping, pour moi, c'est un dirigeant capitaliste et ceux qui le soutiennent se fourvoient complètement. Même si ceux qui s'acharnent sur lui, en le considérant aussi pire que les dirigeants français, états-uniens, etc., se fourvoient également. Sur le Xinjiang, j'estime qu'il y a des manipulations, que Raphaël Glucksmann, c'est un gros connard de merde qui raconte de la grosse merde, donc je ne les crois pas sur parole. Après, je pense qu'il y a quand même des discriminations et des mauvaises politiques visant les musulmans. Est-ce que c'est tellement pire qu'en France? Toute la question est là. Je n'appelle pas au boycott des produits chinois. Voilà, bon, je pense que j'ai après détaillé des positions sur ce sujet qui étaient peut-être nécessaires à préciser. Et donc, pour en revenir au concept de guerre populaire. Alors, le concept de guerre populaire, il faut le comprendre très clairement dans sa dimension, si tu veux, contingente, liée au contexte. C'est-à-dire que Mao, c'est là où Mao était le plus pertinent en termes de théorie de pratique, dans les années 20. Qu'est-ce qui s'est passé donc, dans les années 20, le Parti communiste chinois sert à se développer, il crée des cellules, etc. Et en 1927,
Donc il y avait une alliance avec le Kuomintang, le parti bourgeois nationaliste, donc contre l'influence japonaise qui tenait de plus importante, la guerre n'avait pas encore commencé, et contre les seigneurs de la guerre. L'idée était de dire, bon, il y avait une guerre civile à l'époque, en fait, en Chine. Il y avait des seigneurs de la guerre, c'est-à-dire des personnes qui guerroyaient pour faire des sous, des bandits, quoi, des bandits tout simplement. C'était le pays le plus pauvre au monde, un pays extrêmement dominé par différentes puissances coloniales, et il y avait une volonté de créer un État central, de rationaliser tout ça et de gagner l'indépendance nationale. Ce qui faisait que l'alliance avec le Kuomintang était complètement logique. Et c'est pour ça qu'elle a été soutenue par le Komintern, malgré les ouin-ouin des trotskistes débiles qui disaient ouais, 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 Staline, les staliniens, les Kuomintang. Bah oui, l'alliance faisait sens. Sauf qu'il se trouve que Chiang Kai-shek était un anticommuniste fanatique, contrairement à Sukarno, par exemple en Indonésie, parce que le même politique a très bien marché avec Sukarno en Indonésie. Bon, après, il y a eu le coup d'état de Suharto, il fallait éliminer Suharto, bon voilà, c'est le problème. Et après, il y a eu des massacres horribles de 500 000 morts, mais c'était pas Sukarno le problème. Là, en l'occurrence, Chiang Kai-shek, il le savait pas, c'était un anticommuniste fanatique. Bon. Et du coup, à Shanghai, il a commencé à réprimer massivement les communistes. Il y a eu des massacres, je crois 10 000 communistes qui ont été tués, ou je sais plus combien. C'était horrible. Et en fait, du coup, Mao, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bah écoutez, aujourd'hui, techniquement, on ne peut pas développer le parti communiste à l'échelle du pays, en mettant la même intensité partout, auprès des ouvriers d'usines, dans toutes les villes, etc. En plus, le Kuomintang est très influent. Ce qu'on va faire, et qui est plutôt intelligent, comme on a eu une défaite militaire face au Kuomintang dans les villes, on va se replier dans les campagnes. Et dans les campagnes, il y a des régions en fait, qui sont très peu contrôlées par l'État, où on pourra tout à fait mener notre politique communiste, on pourra mettre en commun les moyens de production de ces endroits-là, comme ça on montrera aux habitants comment ça marche le socialisme et tout, et on va pouvoir après mener des attaques militaires pour conquérir les villes. Donc en fait, la théorie de Mao est complètement contingente, complètement liée au contexte, complètement tactique, et c'est une très bonne stratégie qui a tout à fait marché. Il s'est installé dans les montagnes du Yunnan, etc. Il y a eu la longue marche, tout ça, vous connaissez, il a monté son maquis, etc., etc. Et il a réussi à développer d'autres maquis, les connecter les uns les autres jusqu'à étouffer les villes. Comme il contrôlait les campagnes, bah, il pouvait affamer les villes. Il a vaincu les différents seigneurs de la guerre. Après, il s'est rallié avec le Kuomintang contre les Japonais. Il a vaincu les Japonais. Et après, il a attaqué les villes et il a poussé le Kuomintang à se réfugier à Taïwan. Et le Kuomintang gère Taïwan depuis lors. Voilà. D'ailleurs, Taïwan, en fait, s'appelle la République de Chine, officiellement. Donc pas la République populaire de Chine, ça c'est les communistes, mais la République de Chine. Bon. Et en fait, cette stratégie de Mao a très bien marché dans ce contexte très précis. Donc après, ça a inspiré des personnes qui voyaient des situations un peu similaires dans leur pays, à raison ou à tort. Parce que là, c'était une vraie guerre civile qui avait déjà lieu. C'est pour ça, par exemple, quand on parle de la guerre populaire à propos du Koukoué, par exemple, du Parti communiste de Grèce, qui a mené une lutte armée de 44 à 47, c'est très pertinent. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait déjà une guerre, il y avait l'occupation du pays par les nazis. Et ils se sont dit, bah, on va libérer le pays des nazis en montant une armée de libération nationale. Et après, avec cette armée, comme on a montré au peuple que les communistes étaient capables de mener une guerre victorieuse, de diriger le pays, ben, on va partir en quête du pouvoir. Donc c'est pertinent dans ce contexte-là. Après, il y en a qui ont essayé de le faire en Turquie, donc avec Ibrahim Kaypakaya notamment, hein, vous avez déjà entendu parler, aux Philippines avec José María Sison, en Inde avec Charu Majumdar, au Pérou, bien sûr, le fameux Habib Maël Guzman, alias président Gonzalo, avec le Parti communiste du Pérou. En Afghanistan, donc le grand théoricien c'est Akram Yari, mais c'est pas lui qui a lancé la lutte armée, ça s'est fait après, avec des mecs comme Faiz Armad notamment. Au Bangladesh, donc il y avait Siraj Sikder, qui était le théoricien important. Au Congo, il y a eu Pierre Moulélé. Là, par exemple, au Congo, c'était un maquis extrêmement positif. Alors, d'ailleurs, les gonzalistes ne parlent jamais de Pierre Moulélé. Ils ne le connaissent absolument pas. Peut-être parce qu'il a été soutenu aussi par les soviétiques. Alors, il a été soutenu par les Chinois à l'époque parce que c'était encore le milieu des années 60. Je vais expliquer qu'avant 69, la Chine est encore anti-impérialiste. C'est après qu'ils changent. Il y a un moment, ils sont anti-soviétiques et anti-impérialistes en même temps. Notamment, ils vont soutenir un peu le Viet Minh. Ils vont soutenir quand même le Viet Minh pendant une partie de la guerre. Peut-être pas jusqu'à 75. Jusqu'à 75, c'est pas sûr, mais une partie de la guerre. Bon. Et du coup, en fait, ces différents théoriciens, ils vont se dire, voilà, qu'on vit dans des pays en fait où l'État ne contrôle pas tout le territoire. Au Pérou, il y a les montagnes des Andes. En Inde, aux Philippines, il y a la jungle. En Turquie, il y a les montagnes du Dersim, donc tout à l'est du pays, dans les régions kurdophones. Au Bangladesh, voilà, je pense que c'est aussi des régions de jungle. En Afghanistan, il y a les montagnes, les cavernes, etc. Là où se sont aussi installés les islamistes. Et d'ailleurs, les maoïstes afghans, je les soutiens pas.
Je pense qu'ils ont fait de la merde, ils se sont alliés avec les islamistes, jusqu'à se faire massacrer aussi par les islamistes, contre le régime de la République démocratique d'Afghanistan, qui était quand même un bon régime. Du coup, voilà, moi je soutiens pas du tout les maoïstes afghans. Après, c'est intéressant de voir qu'ils existent toujours aujourd'hui, alors que les ex-pro-soviétiques n'existent plus. Le Pérou, je trouve que moi j'ai toujours comparé le président Gonzalo à Rosa Luxembourg. Donc comme disait Lénine, les aigles volent parfois avec les pigeons, mais avec les poules, pardon, mais les poules ne voleront jamais au niveau des aigles. Les aigles et les pigeons, c'est Booba, c'est encore autre chose. Mais, voilà, je trouve que Gonzalo, je pense que c'est un communiste sincère. Je le soutiens, le fait qu'il soit libéré de prison. C'est horrible ce qui lui arrive, etc. Après, euh, je pense qu'il a été. En fait, c'est un gauchiste comme Rosa Luxembourg. C'est-à-dire que c'est pas un gauchiste au sens c'est un opportuniste, bourgeois pourri qui noyote le truc. Mais c'est un idéaliste, en fait, c'est un exalté. Et du coup, il y a des théories qui sont erronées. Mais c'est un mec sincère. Voilà, moi c'est ce que je pense. Et je pense qu'il y a eu une vraie vague révolutionnaire au Pérou, mais que les mauvaises stratégies justement du Parti communiste qui ont été développées par Gonzalo ont foutu la merde, tu vois, quand il a commencé à mettre des voitures piégées, à faire tout péter, des massacres de villages, etc. etc. Bon, le FLN algérien l'a fait aussi, hein, mais c'est pas forcément un exemple à suivre. Et le FLN algérien l'a fait dans le cadre d'un bras de fer avec une puissance coloniale pour tenir l'indépendance dans un contexte de décolonisation qui était beaucoup plus favorable. Pour une révolution socialiste, je trouve que c'est vraiment stupide. Mais passons. Après, il y a aussi des personnes comme Argala, par exemple. Donc ça, les Gonzalez vous en parleront jamais. Mais Argala, c'était le dirigeant de l'ETA jusqu'en 77. Et Argala a mis en place la guerre populaire de Mao comme stratégie de l'ETA. Il y a eu aussi Jim Linard, c'était au sein de l'IRA provisoire, le comté de South Amar, où ils ont mis en place la guerre populaire. Il y avait aussi Simus Costello, le dirigeant de l'INLA, Irish National Liberation Army, qui s'inspirait des principes de Mao. Enfin, Mao, la théorie de la guerre populaire est extrêmement influente sur tout un tas de pays, où ils ont estimé que voilà, il y avait la possibilité. Bah, aux Pays Basques, ils se sont dit voilà, bon, c'était une guérilla assez urbaine, mais ils avaient aussi des bases arrières, notamment au Pays Basque Nord. Donc celui qui est occupé par la France. Puis ils utilisaient les petits villages, etc. etc. Jean-Pierre Santini aussi, un des théoriciens du FLNC, c'est pas mal inspiré de Mao. Donc le Front de Libération Nationale de la Corse. Donc voilà, ça c'est très intéressant, je pourrais faire une vidéo sur chacun de ces cas. Mais je vais plutôt revenir rapidement donc, en disant que par exemple aux Philippines, ça marche bien parce qu'ils ont réussi à avoir une base dans la jungle et à avoir une politique très pertinente dans les villes, beaucoup plus pertinente qu'au Pérou par exemple. Et dans les villes, ils ont une vraie politique syndicale, etc. etc. Et donc, malgré qu'ils ont subi des répressions très fortes, malgré qu'il y a eu des massacres comme au Pérou, parce qu'au Pérou c'est horrible, Fujimori c'est horrible, hein, Fujimori c'est un nazi. Le mec c'est horrible ce qu'il a fait avec ce Montesinos, là, avec l'aide de la CIA et tout, ils ont commis des crimes horribles. Mais pourquoi ça tient beaucoup mieux aux Philippines? Parce qu'aux Philippines, il y a une bonne politique dans les villes. Et une utilisation de la lutte armée beaucoup plus tactique et beaucoup plus intelligente. Ils s'en prennent aux militaires, ils s'en prennent aux forces de police, mais ils font pas des attentats aveugles, ils essayent pas de faire une surenchère de la violence. Tu vois, c'est pour ça que ça marche plutôt bien. Le DRCIM, il y a un maquis qui se maintient, mais bon, après, j'ai des critiques sur les maoïstes turcs, notamment ceux qui ont viré Rojavistes, qui se sont mis mercenaires de l'OTAN, pour moi, c'est des grosses bêtises. Bah, pareil, TKP-Mele, ils étaient aussi partis dans la guerre au Haut-Karabakh en 92 du côté de l'Arménie, ce qui est une grosse connerie, juste pour combattre la Turquie, enfin, la géopolitique cynique, machiavélienne de merde. Là-dessus, je soutiens complètement, d'ailleurs, je vais la mettre en description, la position du Parti communiste de Grèce, donc, qui appelle à la paix entre Azerbaïdjan et Arménie, position très juste, que je soutiens totalement. Comme beaucoup des positions du Parti communiste de Grèce, notamment sur les sujets internationaux. Je trouve que le Parti communiste de Grèce a un niveau idéologique bien plus élevé que les maoïstes européens, sans aucun doute. Refermons la parenthèse. Donc les gonzalistes en Europe, et en particulier le Parti communiste maoïste donc, que j'ai côtoyé, le Parti communiste maoïste français, il a été fondé par un type qui s'appelle Pierre Auler, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est décédé, paix à son âme, qui était membre de la gauche prolétarienne, qu'il a rejoint à l'âge de 30 ans, lorsqu'il était marchand de légumes. Et par la suite, il a rejoint donc l'ORPCF, les gens qui ont fondé le PECOF, donc le parti pro-albanais. Donc il est resté marxiste-léniniste après, il a fait partie de ces gens dans la gauche prolétarienne qui ne sont pas devenus donc des pourris bourgeois comme Serge July, Finkielkraut, etc., etc., mais qui ne sont pas non plus devenus des gauchistes totaux, ou qui ne sont pas non plus allés dans la lutte armée comme les gens d'Action Directe, mais qui sont restés donc sur la perspective de construire un parti. Même qui sont allés à la perspective de construire un parti, parce que la gauche prolétarienne, à la base, ils voulaient pas construire de parti, contrairement au PCMLF. Et ça aussi, il faudrait que je fasse toute une vidéo sur le maoïsme français, sur le PCMLF, je trouve quelque chose de très intéressant à dire. Je pense que le PCMLF était un vrai parti communiste. Ils avaient 3000 adhérents à leur apogée, ce qui n'est pas rien, ce qui est comparable aux organisations trotskistes actuelles, comme LO. LO en revendique 8000, bon, je sais pas s'ils en ont vraiment 8000, mais ça vous donne une idée, quoi. Le NPA en revendique aujourd'hui 1400.
Ils en avaient à une époque que 9000. Donc voilà, le PCMLF aujourd'hui, c'est comparable le PCMLF de l'époque est comparable à ces organisations-là en termes de taille. Mais avec une ligne marxiste-léniniste. Et malgré qu'il y a eu des erreurs, ils sont trop alignés sur la Chine, alors ils avaient fait ce meeting avec des monarchistes et des gaullistes. C'était une bêtise. Et ils se sont dit, ils ont fait leur autocritique pour ça. Mais il y a quand même eu quelque chose de réel, il y a une politique vraiment syndicale. Le PCMLF, il y avait. Après, il y a eu des opportunistes dedans, il y a un gars après qui a rejoint le PS, une pourriture qui a liquidé le parti. Mais les fondateurs, François Marty et Jacques Jurquet, étaient des résistants de la Seconde Guerre mondiale. C'était des types vraiment héroïques, des vrais communistes. Et Jacques Jurquet, d'ailleurs, paix à son âme, lui aussi décédé et qui était à Marseille, était un grand soutien de la révolution algérienne. Enfin, le PCMLF est un parti pour lequel j'ai vraiment de respect. J'ai beaucoup moins de respect pour la gauche prolétarienne. Mais j'ai du respect pour Pierre Roller. J'ai du respect, on va dire, pour la base de la gauche prolétarienne. Même si pour moi, c'est pas des marxistes-léninistes. C'était pas dans la perspective de construire le parti. Revenons du coup à Pierre Roller. Donc après, il a soutenu la guerre populaire au Pérou, donc il a créé l'amitié entre l'association d'amitié de soutien à la République populaire du Pérou en formation. Ils sont partis un peu trop loin. République populaire du Pérou en formation. Tu sais. Et après, du coup, il y a eu le Parti communiste de France, entre parenthèses maoïste, le Parti communiste maoïste de France, et finalement le PCM. Et il est décédé en 2018, je crois, une chute dans le métro. Paix à son âme. Et du coup, Pierre Roller, lui, qui à l'époque défendait l'alliance sur des bases anti-impérialistes avec les marxistes-léninistes, donc du Parti communiste révolutionnaire de France, voire même de la gauche du PCF, hein, quelqu'un comme Emmanuel Danctran, par exemple, appréciait assez bien, appréciait beaucoup Pierre Roller, militaient ensemble à la CGT, etc. etc. Et en fait, le problème, c'est quand il est décédé, le parti est parti complètement en couille. Et il y a une clique Antifa, Gogol, qui disait que le FN c'était le plus grand danger, complètement aventuriste, complètement ultra-gauchiste, focalisé sur les questions de société, alors que lui, les questions de société, ça le passionnait pas tant que ça. Et qui sont complètement partis en couille. Mais Pierre Roller, je dirais, c'est un petit peu voilà, comme Gonzalo, comme Rosa Luxembourg. Je pense que c'est un communiste sincère, mais il y a eu des erreurs dans sa pensée. Notamment Pierre Roller, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bah voilà, la guerre populaire, donc telle que je vous l'ai présentée avant par Mao, il dit c'est universel. Et là-dessus, il se base aussi sur les mots de Gonzalo, qui était pour moi une erreur. Dire c'est universel, Gonzalo se basait sur le fait qu'il y avait une lutte armée en Europe dans les années 70-80. C'est vrai, il y a eu une lutte armée dans les années 70-80 en Europe, qui a échoué à faire la révolution. Et d'ailleurs, qui ne se concevait assez rarement comme l'ébauche d'un parti communiste, mais qui se concevait plus généralement comme une résistance anti-impérialiste dans une perspective de révolution mondiale, assez spontanéiste. C'est le cas de la RAF, c'est le cas d'Action Directe. Certaines tendances aussi des Brigades Rouges, donc la tendance prolétariat métropolitain. Après, il y avait la tendance Brigade Rouge pour un parti communiste combattant, qui était allié aux cellules communistes combattantes en Belgique, qui eux cherchaient vraiment à construire le parti, mais qui ont échoué. Ça a échoué, on a bien vu que tactiquement ça ne marchait pas. Et du coup, Pierre Roller va dire en fait qu'il faut mener des attaques armées à partir des cités HLM, et que les cités HLM, en fait, c'est l'équivalent des bases rouges de Mao. Et en fait, pourquoi cette théorie est bidon? Alors moi, cette théorie m'a beaucoup plu à une époque, et c'est pour ça que je me suis rapproché du PCM, parce que j'ai toujours été convaincu, et je suis toujours convaincu, qu'il faut faire un travail dans les cités HLM spécifiques, pas uniquement dans les usines. Il faut aller par exemple sur les marchés. Parfois, il y a des marchés dans les cités, et on peut aller parler, on peut aussi aller en bas des blocs, installer une table, etc. C'est des bonnes choses à faire. Par contre, c'est complètement idiot de dire on va se servir des cités comme base HLM, comme base de lutte armée. En fait, ce qu'ils disent, les maoïstes, ils disent la police ne peut pas rentrer dans les cités. C'est une vue de l'esprit. La police rentre dans les cités, elle se fait caillasser, mais quand ils ont quelqu'un à arrêter, ils l'arrêtent. Et là, on parle d'histoire de trafic de drogue, de petites histoires, ou de vandalisme, Mais s'il y a des vrais révolutionnaires qui menacent vraiment l'État, mais tu parles que les moyens militaires qu'ils mettront pour les choper seront énormes. Et au final, ça a presque plus de sens d'aller se cacher dans les montagnes que d'aller dans les cités HLM. Donc bien sûr, il y a un travail à faire dans les cités HLM, mais pas comme base de lutte armée. Ça n'a pas de sens. Et justement, la lutte armée en Europe, comment elle a été pratiquée? Elle a été pratiquée justement avec des planques changeantes, et qui n'étaient pas revendiquées. C'est-à-dire que les membres de Action Directe, de l'ARF, etc., ils disaient pas, voilà, nous on est dans tel quartier, venez nous chercher. C'est complètement débile. Au contraire, ils disaient... ils changeaient de planque, et leur but était de rester secret. Donc voilà, c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc, pour finir, du coup, le maoïsme ne peut pas du tout être considéré comme la troisième étape du marxisme, parce que parce que voilà, comme je vous dis, le léninisme, c'est une étape historique différente en fait. Le léninisme, tout simplement, c'est le marxisme de l'époque de l'impérialisme. Du coup, il y a une révolution au sein du marxisme, et ça rend certains anciens concepts caducs. Mao ne rend aucun ancien concept de Marx ou de Lénine caduc,
Absolument pas. Il ne fait que les approfondir ou en créer des nouveaux qui sont intéressants, mais qui ne constituent pas une troisième étape. Et ceux qui disent oui, le maoïsme c'est le marxisme de l'époque du révisionnisme moderne, c'est complètement débile parce que le révisionnisme moderne n'a pas de. Khrouchtchev, oui, est un révisionniste. En fait, il reprend les thèses de Bernstein et il les applique au son contexte de l'URSS. Mais il n'y a pas de spécificité, ça n'a pas de sens. C'est complètement aberrant. Sinon, on peut aussi créer une quatrième étape, une cinquième étape, une sixième étape. En fait, à chaque fois qu'il y a un événement, du coup, après, il y a la quatrième étape, c'est après que l'URSS n'existe plus, c'est ça? Et puis après, une cinquième étape, je sais pas, peut-être euh, Trump a chié dans un papier timbre. Du coup, ça nécessite une cinquième étape. Non, je sais pas, à chaque fois qu'il y a un événement, il faut créer une cinquième étape. Bah, bien sûr que non. C'est complètement ridicule. Du coup, n'hésitez pas à lire Mao, critiquez Mao, étudiez Mao, comparez-le. Lisez surtout, avant tout, Marx, Engels, Lénine, Staline. C'est ça la base, c'est ça les quatre classiques. Et après, voilà, lisez Jdanov, lisez Kollontai, lisez Dimitrov, lisez Gramsci, etc., et comprenez-le. Tiens, je vais revenir sur Dimitrov rapidement. Je suis en train de conclure. Comme j'ai beaucoup parlé d'antifascisme dans cette vidéo, Dimitrov, et comment le PCM tord la citation de Dimitrov et lui fait dire n'importe quoi. Dimitrov a dit, le fascisme, c'est l'expression organisée, enfin c'est la dictature, ou c'est la dictature des éléments, dictature féroce, il y a plusieurs citations, il y a plusieurs formes, ou l'expression organisée des éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins, les plus impérialistes du capital financier. C'est quelque chose comme ça. Bon, les plus impérialistes, pour moi, ça ne veut rien dire, mais les plus chauvins, ok, les plus réactionnaires, ok. Mais en fait, ce que veut dire Dimitrov, et pourquoi cette citation est juste et pertinente, c'est qu'en fait, donc déjà, il y a la victoire de Mussolini en Italie, puis il y a la victoire d'Hitler en Allemagne, puis il y a le développement de tout un tas de mouvements, donc la garde de fer en Roumanie, le Front National en Suisse, après il va y avoir le PPF en France, il y a des organisations en Angleterre, etc. Les Fatty Jones en Espagne, il y a Salazar au Portugal qui est déjà au pouvoir à ce moment-là. Bref, il y a une grande vague en Europe. Et il y a une cohérence et une pertinence entre tous ces mouvements-là. Donc déjà, il faut la saisir, cette pertinence, parce qu'aujourd'hui, il y a des historiens qui disent on ne peut pas utiliser le mot fascisme pour désigner tous ces mouvements. Alors qu'il y a quand même des points communs. Donc déjà, il y a l'idée du mot fascisme pour désigner pas seulement le fascisme italien, mais tous ces mouvements d'extrême droite anticommunistes et démagogiques. Et surtout, pourquoi la citation de Dimitrov est importante, c'est en réponse à des gens comme Trotsky. En fait, Dimitrov a un phénomène qui se passe sous ses yeux, ce développement de cette extrême droite très violente, anticommuniste et démagogique, pseudo-révolutionnaire, pseudo-socialiste, pseudo-ouvrière. Et en fait, Trotsky dit, par exemple, c'est l'expression d'aventuriers, petits bourgeois, qui sont confrontés à la crise du capitalisme. Et Dimitrov dit non, c'est pas du tout vrai. Peut-être que parfois il y a des aventuriers petits bourgeois qui sont placés à la tête comme des pions, comme des marionnettes, mais l'émanation de ce mouvement-là, ça vient du capital financier, de la très haute bourgeoisie. Et là-dessus, il a tout à fait raison. On a vu les grands banquiers, Prescott Bush, JP Morgan, etc. Mais qui est Prescott Bush, mais qui est JP Morgan? Mais qui a financé la Deuxième Guerre? Bon. Les connaisseurs auront la ref. Et on a vu que ces gens-là ont financé Hitler. Bon. Mais Dimitrov n'a jamais dit que. Parce que là, il y a une espèce de délire, et qui est parfois repris d'ailleurs même par exemple, par des jeunes communistes critiques du PCF, donc qui reviennent sur des bases marxistes-léninistes, et ils adhèrent à cette théorie comme quoi Dimitrov aurait théorisé que systématiquement, en temps de crise, il y a un truc qui s'appelle le fascisme, qui est une espèce de dictature bien plus grave que la dictature bourgeoise habituelle. Non, Dimitrov n'a jamais dit ça, n'a jamais dit que c'était systématique, et en fait, il y a tout un tas de nuances, et il y a toujours pire qui peut exister, il n'y a pas de mal absolu, et voilà. Et du coup, il n'y a pas de stratégie antifasciste à adopter systématiquement. Il y a eu une stratégie antifasciste adoptée à l'époque face à une menace très précise et très déterminée qui n'existe plus aujourd'hui ou plus sous cette forme-là. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, j'ai dit pas mal de choses. Il y aura d'autres vidéos qui reviendront là-dessus. Et voilà, merci de votre attention. Bisous à tous, vive la révolution, vive le communisme.